Il était une fois un vieux couple repart 02. Des masses d'hommes envahissaient les villes et se retrouvaient parqués dans des bidonvilles déjà surpeuplés. Rares étaient ceux qui travaillaient. En Europe, la guerre durait depuis 2 ans. Seules les usines d'armement allemandes fonctionnaient. La France était sous la botte nazie, mais les autorités coloniales, qui étaient vichistes, envoyaient tout en métropole. Il n'y avait donc rien à manger pour les autochtones. Avec le débarquement américain de 1942, qui cloua au sol la flotte aérienne française fidèle au maréchal Pétain, les choses se remirent à fonctionner à peu près normalement. On ouvrit des chantiers, le dollar coula à flot. Les bases militaires américaines employant beaucoup de Marocains, l'arrière-pays en profita. On soignait les malades. Du jour au lendemain, le typhus disparut. Et, comme par hasard, la pluie se remit à tomber. Les campagnes reverdirent. On se remit à procréer. L'armée française engagea des jeunes qu'on envoya sur les fronts d'Europe, en Italie et ailleurs. On rendit hommage à la bravoure du Marocain tout en oubliant qu'on l'avait jusque-là méprisé. On promit même l'indépendance à Mohamed V, lorsque la guerre serait finie, mais on oublia ce serment. L'euphorie des lendemains de la guerre était telle qu'on recommença à traiter le colonisé de sous-homme, de turbulent et d'ignorant congénital. D'arriéré pathologique, en quelque sorte. Le Marocain ouvrit des écoles privées pour instruire ses enfants. Il lutta fermement pour sa liberté. Les prisons étaient pleines à craquer de résistants. Les exécutions sommaires étaient monnaie courante. On en était là au moment où le Mokazni était venu se renseigner sur les fugitifs recherchés par la police. Bouchaïb l'avait renvoyé sans autre forme de procès. Ils étaient bel et bien au village. Ils se rendaient même aux soupes de temps en temps, mais ils savaient se fondre dans la foule et disparaître au bon moment. On entendait depuis quelques jours l'explosion de mines. C'était l'un de ces recherchés qui brisait un flanc de la montagne pour agrandir sa maison. Il avait besoin de pierres pour cela. 2 avaient réussi le tour de force de se faire délivrer par le capitaine commandant le canton une autorisation d'achat d'explosifs. Il avait dû fournir une fausse identité sans doute. Ou soudoyer un fonctionnaire. Nul n'en savait rien. Bouchaïb, qui allait chez lui pour écouter la radio, la seule radio du village, était au courant de ce qui se passait dans les villes du Nord. Chaque jour, des traîtres étaient exécutés, des bombes explosaient dans les marchés européens et aux terrasses de certains cafés à l'heure de l'apéritif. Des journaux interdits se vendaient sous le manteau. On écoutait comme une parole sacrée la voix des Arabes émise depuis le Caire. On avait le moral car on estimait qu'on pouvait gagner. En Algérie même et après la défaite de Din Bin Pho, la guerre de libération avait commencé. Le colonialiste était aux abois mais il ne l'admettait pas encore. On n'en était pas encore là. Il allait se ruiner dans cette aventure et accepter l'inacceptable, à savoir l'indépendance des opprimés. Bouchaïb, qui aurait pu prendre du galon dans l'armée comme tant d'autres, préféra la vie simple aux risques et aux honneurs. C'est pourquoi il s'était retiré chez lui après s'être démené comme un diable dans les provinces du Nord. Il s'était donc marié avec une cousine lointaine et s'était mis à cultiver la terre des ancêtres. Il avait trouvé là une paix royale, car il adorait la nature vierge. Et quand il pleuvait, c'était l'abondance. La vie reprenait toujours le dessus. On était loin de l'agitation des villes, des massacres et autres règlements de compte. Ici, on était en sûreté, on pouvait sortir, vaquer à ses occupations sans risquer de recevoir une balle dans la peau. Bouchaïb aimait jardiner. Il avait planté des arbres fruitiers, des oliviers, des amandiers, et même un bananier, chose inconnue dans la région. Quand il trouvait un nid dans un arbre, il était heureux. Il considérait les oiseaux qui venaient dans ses champs comme ses protégés. Il avait chassé les gosses qui s'en prenaient à ces oiseaux haïscibles et mis durement à l'amende leurs parents en tant qu'enflousse. Ceux-ci durent morigéner leur progéniture car plus personne ne pilla les nids. Attenant à sa maison, un petit verger produisait des clémentines, des oranges et des figues, ces petites figues noires dont les merles se régalent dès qu'elles commencent à mûrir. Bouchaïb permettait à ces oiseaux dont il appréciait le chant de partager sa subsistance. Aussi ne fuyait-il jamais à son approche. Comme les oiseaux ne le redoutaient pas, on le prenait à tort pour un saint ou un magicien. Lui seul savait que l'amour était le lien qui l'unissait à ces êtres peureux et fragiles. Un animal reconnaît très vite la bonté chez l'homme. Il sait aussi discerner le mal là où il se trouve. D'aucuns croient que la huppe, l'oiseau de Salomon, y voit à 20 pieds sous terre. Premier Jean de Mogador astérisque avale tout cru son cœur palpitant pour acquérir encore plus de perspicacité. Superstition, sans doute. Cependant,
Ce bel oiseau si rare et solitaire fascine encore tous ceux qui le regardent. On n'en voit que rarement. Mais on se sent tout à coup heureux quand on en voit un dans un pré. Un oiseau seigneurial. Astérisque et Sawira. Tu ne voudrais pas faire ta sieste? Dit ta vieille. Rien. Ma sieste. Eh bien, pourquoi pas? Tu me vois? J'étais en train de rêver. De ton arbre. Dieu m'en garde. Non. Du passé et de certaines autres choses. De la vie, quoi? Tu revis ton passé. Oui, mais il est si effrayant, si misérable qu'elle serait peut-être préférable de l'oublier. Ton passé. Le mien? Celui des autres. Les grandes misères de l'époque, la famine, les épidémies, l'anéantissement collectif. Je n'ai jamais connu ça, moi. Les gens d'ici ne connaissent rien. Ils ont toujours relativement bien vécu. Ce sont ceux du Nord qui ont souffert. Dans les montagnes, on est habitué à vivre à la dure. Quand une chose vient à manquer, on lui trouve tout de suite un substitut. Là-bas, quand une chose s'épuise, tout s'épuise, y compris le corps. Qu'il y ait une guerre par exemple, et tout est remis en cause. Le sort implacable qui a 1000 tours dans son sac s'en mêle. Tous les malheurs s'abattent sur ces pauvres gens en même temps. Les familles se disloquent, les maladies minent la population, on erre sans but, on mendie, on perd toute dignité humaine. On ne connaît pas ça ici, dit la vieille. Et non, ici, on est tranquille. On vit avec les saisons et au jour le jour, on apprécie l'instant à sa juste mesure. Chaque minute de la vie compte. N'est-ce pas le bonheur suprême? Bien sûr que, oui. C'est pour cette raison que je n'aime plus le Nord, ni ses villes tonitruantes ni ses campagnes. Et pourtant, que n'ai-je chapardé dans les fermes uniquement pour survivre? La famine était terrible. Les gens mouraient en masse. Des dizaines et des dizaines s'en allaient comme ça. Moi, je trouvais toujours le moyen de voler quelque chose, n'importe quoi pour ne pas crever de faim. C'était le vol ou la mort. J'ai moins souffert en prison qu'en liberté. Elle était tout le contraire de ce qu'elle signifiait alors. Être libre et crever de faim, merci. Redonne-moi donc un peu de thé et quelques amandes grillées. Elle le servit. Il alluma sa énième cigarette et reprit. À cette époque sombre, seuls les Européens vivaient bien. Ils avaient des médecins, des aliments. Ils savaient vivre. Mais ils vivaient entre eux et pour eux-mêmes. Les autres ne les intéressaient pas. Ils pouvaient bien crever, ça ne les dérangeait pas. Seuls quelques Marocains très riches vivaient aussi bien qu'eux. Le sort du peuple, ils s'en foutaient. Quant aux Juifs, ils croupissaient dans les mélats. Ils étaient aussi misérables que les musulmans les plus misérables. Les uns et les autres priaient le même Dieu mais ils ne se comprenaient pas. Chacun suspectait l'autre de félonie, de mauvaise foi, de filouterie. Et cette discorde profitait surtout aux plus riches, à ceux qui tiraient les ficelles. Haine dressait le berbère contre l'arabe, le juif contre les deux autres au moment même où Hitler en massacrait des millions. 6 millions de juifs en tout, c'est ce qu'on dit. Partis en fumée dans les fours crématoires d'Allemagne et de Pologne. Le juif était alors l'ennemi numéro 1, le suppôt d'Iblis, le sinistre usurier, le pandar. Quelqu'un dont il fallait à tout prix se débarrasser pour la tranquillité universelle. On voulait purifier la planète. Le bouc émissaire, c'était le juif. On était devenu fou allié mais cette folie payait. Voilà pourquoi je rejette cette humanité avilie. Mais j'aimerais bien faire ma sieste à présent. Et comme il fait frais, je m'allonge ici même. Il dit et s'endormit aussitôt, mais il se réveilla sursaut et maudit 100 fois ce rêve qui l'obsédait, le poursuivant partout comme une malédiction. Il fit le serment solennel qu'il ne se rendrait plus à la récolte des amandes. Lui qui aimait tant y participer, il devrait désormais se contenter d'observer cette besogne de loin. Après tout, je n'aurai qu'à prendre des précautions. Comme je ne suis plus un genou, je dois éviter certaines tentations. Que diable vais-je chercher là? On n'échappe pas à son destin, on est voué d'avance à la destruction et, comme tel, on ignore parfaitement où et quand et comment. Mais où est donc ma femme? Ah, elle est encore allée chouchouter les bêtes, je présume. Eh bien, reprenons du thé et fumons. Si le sommeil revient, qu'il soit le bienvenu, je suis toujours prêt à dormir un brin. Il reprit du thé et fuma. Par la fenêtre ouverte, on voyait distinctement le sommet du massif montagneux aussi pelé qu'une dune. Pas un seul arbre visible de ce côté-ci de la chaîne. Mais il devait y avoir là-haut une certaine végétation puisqu'on y chassait le mouflon. On y braconnait même, car il n'existait dans le pays aucune surveillance et il n'y avait pas de garde forestier à 100 lieues à la ronde. Mais il fallait être un fin tireur et un grimpeur émérite pour abattre un mouflon. Rares étaient les gens capables d'un tel exploit.
On pouvait les compter sur les doigts d'une seule main. En traquant le gibier des hauteurs, des chasseurs confirmés avaient perdu la vie en tombant dans le précipice une seule pierre décelée et l'on allait éclater comme un fruit trop mûr 300 mètres plus bas sur une saillie ou une plateforme. Aussi se faisait-on généralement accompagner d'un guide pour qui ces lieux tortueux n'avaient aucun secret. Et même alors, il y avait encore des risques liés au travail des roches, personne ne pouvait prévoir un drame toujours possible. Une demi-journée est nécessaire pour atteindre ce sommet, se dit le vieux. Je connais bien cet endroit, il est truffé de pièges naturels. Autrefois, il avait chassé le mouflon. La traque durait parfois plusieurs jours mais c'était souvent payant. On mangeait alors l'un des meilleurs gibiers du monde. La nuit, on bivouaquait dans un creux. Après un dîner frugal, on dormait jusqu'à l'aube et l'on se remettait en marche. On jouait sa vie comme sur un fil ténu qu'un rien pouvait rompre à tout moment. Mais un sentiment puissant anesthésiait durablement la peur du vide. Seul le mouflon comptait, cet animal plus gros qu'un bélier domestique et qui sautait d'une roche à l'autre comme un oiseau, grimpait lestement, se recevait sur une saillie et disparaissait aussitôt qu'il était apparu. Impossible de suivre un tel gibier si l'on n'est pas maître absolu de ses nerfs. C'est quand on perd cet équilibre que l'accident survient. Le bon chasseur est celui qui n'éprouve aucun sentiment, celui qui se fond dans la pierre, devient pierre son tour. Bouchaïb avait passé d'excellents moments en haute avec des amis aujourd'hui disparus et qui étaient de véritables guerriers de la montagne, des connaisseurs d'armes et des tireurs d'élite. C'étaient aussi des gens d'honneur. Il y avait parmi eux quelques bandits qui ne l'étaient devenus que par la force des choses. Ils allaient piler d'autres villages et ils rentraient armés jusqu'aux dents en conduisant des bêtes de somme surchargées de butin. On volait n'importe quoi car tout avait de la valeur. On pouvait tout écouler dans les souks sans encombre. Bouchaïb se souvenait de cette époque où la rapine était de rigueur. Tout le monde redoutait ces visites nocturnes. On se barricadait dès la nuit tombée jusqu'au lever du jour. Les voleurs eux-mêmes qui vivaient avec leur famille avaient peur des autres voleurs. En fait, tout le monde volait alors tout le monde. Ce désordre cessa avec l'arrivée des Français, puis gimirent au pas les bandits coriaces et les têtes brûlées. Mais seule la peur du bagne eut véritablement raison de cette engeance. À ce souvenir, Bouchaïb sourit et pensa, après tout, la France nous a apporté la tranquillité. Une paix sublime. Il serait idiot de ne pas reconnaître ses bienfaits, qui sont nombreux. Avant elle, avant sa venue, il n'y avait aucune route dans tout le pays, aucune autorité non plus. Et pas la moindre sécurité. Il y a eu du changement depuis l'arrivée de la France. Ceux qui ne s'en rendent pas compte ou qui ne veulent pas l'admettre se leurrent. Mais toutes ces routes ont été taillées sur le flanc de la montagne par des légionnaires au fur et à mesure que l'armée avançait. Depuis ce temps, toutes les denrées et autres marchandises arrivent au souk, plus la peine d'attendre des mois et des mois le retour des anciennes caravanes. Le commerce est florissant, mais l'argent vient toujours du nord. Et celui qui n'a personne là-bas n'a rien ici non plus. Heureusement que j'ai cette échoppe à Mazagan, elle me rapporte de quoi faire tourner la baraque. C'est mieux que d'aller tous les ans quémander la zakat astérisque chez les gros négociants et les épiciers de la ville européenne. Astérisque aumône rituelle. Cependant, ils ne m'oublient pas, je suis toujours sur leur liste. Je ne me déplace pas mais les sous et les colis arrivent par le quart des Aïtmzal. Ainsi, j'ai mon tabac, mon thé et même des livres. Je n'ai donc vraiment besoin de rien. Ah, j'ai besoin d'un poste de radio. Par les temps qui courent, il faut avoir chez soi un poste de radio. Bah, qu'est-ce que tu veux en faire? Que t'importe ce qui se passe ailleurs. On ne parle jamais de chez toi à la radio. Ta radio, c'est ce qui t'entoure, le vent, un brin d'herbe, un arbre, un oiseau, une silhouette furtive, et tous ces bruits diurnes et nocturnes qui sont la symphonie de la vie, même le coassement des crapauds et des grenouilles, la nuit, quand le cri du chacal répercuté au centuple par sa queue, c'est une légende tranche le silence comme un couperet. Ah, le salopard, que de coqs ne m'a-t-il pas mangé? Mais j'en ai eu un ou deux, pardi. Non, c'était pas sa faute, c'était la faute des poulets. Il n'avait qu'à ne pas sortir du poulailler. C'est que ces idiots aiment vadrouiller dehors, et toujours aux heures où le carnivore est à l'affût, au crépuscule de préférence et tôt le matin, quand il ne fait ni jour ni nuit. À l'heure du chacal, quoi? Pauvre coq. Idiot? J'en ai averti plus d'un. Alain j'ai dit. Ah, tu te crois libre et fort. Eh bien, il y aura du grabuge, je retrouverai ici même tes belles plumes blanches et noires demain matin. Et c'est ce qui est arrivé, et là. Le lendemain matin,
Ses plumes voletaient au même endroit. Le prédateur ne l'avait pas raté. Mais ce volatile est un parfait idiot. Pour un peu, il se croirait un aigle. Mais un aigle tue le chacal, la différence est là. Ils font sur le charognard et le terrasse proprement. L'aigle, c'est le roi du ciel. Mais où est passée ma femme? Elle ne fait jamais de sieste, elle. Tiens, elle arrive. Où étais-tu? Chez les bêtes. Il faut bien les nourrir et leur donner à boire. Assieds-toi. Elle obéit. Un balai de mouches bourdonnait dans l'air. Dehors, c'était toujours la même chaleur intense qui poussait les êtres à se réfugier dans l'ombre. Tu veux quelque chose? Dit-elle. Je voulais te dire qu'il y a juste un instant j'ai vu une scolopendre au plafond. Elle a toujours vécu sous la poutre centrale. C'est là que je l'ai vue. Elle ressemble à une chaîne en or. Elle est belle mais venimeuse. Celle-ci ne ferait de mal à personne. Elle ne descend même pas. En plus, elle nous connaît. Du reste, elle se nourrit exclusivement d'insectes. Elle est plutôt utile, tu sais. Probablement. On dit que lorsqu'elle mord quelqu'un, elle ne lâche pas prise tant qu'on n'a pas disposé devant elle un plateau chargé d'or. Est-ce une légende? Sans aucun doute. Mais sa morsure est mortelle, ça je le sais. Nous avons un autre locataire dans le réduit de l'âne. Un beau s'est bariolé. 2 a fait son gîte chez l'âne. On dirait qu'ils s'entendent bien. Quand il me voit, il ne bouge pas, il n'a pas peur. Ses couleurs sont superbes. Bleu, vert, orange, jaune, et bien d'autres encore, que sais-je. Il est très long, je n'en ai jamais vu un pareil. Ce n'est peut-être pas un reptile, ordinaire, mais un djinn. En tout cas, il mange des rats. Heureusement qu'il est là pour nous en débarrasser. Le chat, comme tu sais, est gâté, il n'accepte pas n'importe quoi. Il ne court même plus après les rats. Et pourquoi en mangerait-il, si habitué qu'il est au mets délicat? C'est mon chat. Pourquoi mangerait-il des rats? Mais c'est son rôle. Et non, son rôle, c'est d'être tout près de moi et de ronronner. Mais où est-il passé? Il dort à l'étable. Tu le verras ce soir. Tu sais, j'aime bien ce chat. N'écoute donc pas ce que je dis. C'est pour me taquiner ou pour rire. Oh, seulement il est tout noir. Pas la moindre tache blanche. Or on dit que le diable est noir et qu'un chat noir c'est l'incarnation du démon. Sottise, un chat n'est pas plus le diable que le diable n'est un chat. Et un nègre n'est pas un diable. C'est un être humain de couleur. Le diable est invisible, les jinouns également. Un chat ou un nègre sont bels et bien visibles. Les jinouns ou le diable peuvent frapper quelqu'un quand ils le veulent, il ne peut pas les voir. Il reçoit des coups, c'est tout. Mais un chat ne fait de mal à personne. Un nègre? Si. Les coups du nègre sont tordus. Mais il existe des nègres pacifiques. C'est rare, très rare, mais il y en a. Notre chat est un seigneur, il est supérieur à un chien. Il n'a jamais attrapé la gale, lui. Tu aimes ce chat autant que tu aurais aimé un enfant, est-ce pas? Je le considère un peu comme un fils bien qu'il ne soit pas de mon espèce. Mais ne dit-on pas que le prophète adorait les chats? Oui, j'ai un faible pour lui, c'est humain. Et dire que les autres méprisent les animaux. C'est vrai, dans les campagnes du Nord, les Arabes chassent les chiens à coups de pierre. Un Français s'en est offusqué. Il m'a dit, vous autres, vous êtes mauvais. Vous persécutez les chiens. J'ai répondu que le chien était une bête maudite, un sournois, un enragé potentiel. Mais il a maintenu son jugement, les Arabes sont mauvais parce qu'ils détestent les chiens. Il n'a pas tout à fait tort. Les Arabes haïssent les chiens. Comme ils ne leur donnent rien à ronger, les chiens se transforment en charognards et même en tueurs. Bien des femmes imprudentes ont ainsi été déchiquetées et dévorées par des bandes de chiens errants. C'est horrible, oui, quand je te dis que le Nord n'est pas vivable. Il est malsain. Mais nos chiens ne sont pas aussi sauvages. Ce sont des chiens de berger, des gardiens de troupeaux bien dressés. Ils mangent bien et font bien leur travail. Mais quand ils contractent la rage, on est obligé de les tuer et de les jeter dans un puits loin du village. À l'époque, plusieurs familles avaient des troupeaux chèvres et de moutons. Les bergers les sortaient à l'aube et les ramenaient le soir. C'était tous les jours ainsi, excepté pendant les fêtes. Beau spectacle que celui du retour des bêtes au crépuscule. Bêlement cacophonique, odeur forte, et puis la traite des femelles. On offrait du lait frais à tous ceux qui en voulaient. Sur leur passage, les boucs et les chèvres, en déféquant, abandonnaient aussi la coquille dure des noix rares d'argan qu'ils avaient avalées et dont seule la peau avait été digérée. On glanait ces petites noix pour récupérer l'amande amère dont on extrayait cette huile rouge d'argan tant appréciée des montagnards. Pour ce faire, les femmes grillaient les amandes avant de les moudre au moyen d'une meule de grès.
Ensuite elle pressait la pâte pour obtenir enfin cette huile parfumée unique au monde. Quant à la pâte sèche, elle servait à enrichir la nourriture de la vache laitière. Je dois t'apprendre une chose, femme, dit le vieux. Une chose très importante. On est heureux ensemble, n'est-ce pas? Oui, mais sans enfants. Bah, c'est mieux ainsi. Dieu l'a voulu, la lignée est finie. Même des rois ont subi ce sort. J'ai lu les Écritures et bien d'autres livres, je sais ce que je dis. Sida Aïssa astérisque n'a pas laissé de postérité, Sidna Moussa astérisque non plus. Et Sidna Mohamed astérisque a perdu l'unique garçon qui lui était né. Il n'a laissé que des filles. Alexandre le Grand n'a rien laissé du tout. Il mourut jeune de la malaria contractée dans les marais de l'Indus et ce sont ses généraux qui ont dépecé l'empire après sa disparition. Il n'a donc laissé que son nom, qui brille toujours comme une étoile vive au firmament du monde. Les Arabes rappelaient Dulkarnaïn astérisque. C'est ainsi qu'il est nommé dans une sourate du livre saint astérisque. Astérisque Jésus-Christ. Astérisque Moïse. Astérisque le prophète. Astérisque l'homme à deux cornes. Astérisque le Coran. Alors, nous autres, tu vois, ça n'a vraiment pas d'importance. Et pourtant j'en connais qui se lamentent, maudissent et s'aigrissent à cause de leur stérilité. Parce que leur semence est nulle, ils se croient maudits. Mais ce sont des fous. Dieu fait ce qu'il veut. Et moi, je suis content de mon sort. Mais tu devais me dire quelque chose d'important, lui rappela la vieille. Ah oui, ce n'est rien. Je veux seulement te dire que ta conversation vaut celle d'un homme sensé. C'est pourquoi ta présence me rassure. Elle est agréable. Tout indique que tu m'étais prédestiné. Dieu veuille qu'on se retrouve dans l'autre monde après le grand jugement, car je ne veux pas d'autre houri que toi. Je ne suis ni un vicieux ni un polygame. On n'a pas de polygame ici mais on a des vicieux. On dit beaucoup de choses à propos d'une telle ou d'un tel. Moi, je suis fidèle et je n'aime que toi, ma vieille. Elle rit. Tu ne m'en as jamais autant dit. C'est fait. La première maison de béton apparut près du cimetière au lendemain de l'indépendance. C'était une nouveauté et son propriétaire, un commerçant de Casablanca, invita tout le village à célébrer cet événement. Il fit venir de loin des tolbas astérisques QUJ récitèrent de longues sourates du Coran afin que cette demeure soit bénie et préservée des jinouns et des mauvais esprits qui pourraient remonter des entrailles de la terre afin de frapper de maux insolites ses habitants. Comme par hasard, les premières automobiles firent aussi leur apparition. L'ancienne piste fut prolongée de quelques kilomètres pour permettre aux nouveaux riches de se rendre jusque chez eux au volant de leurs véhicules. Ils payèrent eux-mêmes des terrassiers qui travaillèrent sans relâche au déblaiement du terrain propre à ce tracé. Petit à petit, l'aspect des lieux changeait. Les anciennes maisons désertées commençaient à se ruiner. Une pierre tombait, une autre suivait, puis les murs cédaient sous le poids des poutres. Les maisons qui se trouvaient tout en haut du village furent les premières à subir les conséquences directes de cette modernité qui était entrée ici du jour au lendemain, sans crier gare. Astérisque étudiant en théologie. Des pompes à eau arrivèrent en même temps. On entendait partout leurs pétarades. Les femmes ne s'épuisaient plus à tirer l'eau du puits à la force du poignet pour irriguer le potager. Les postes de radio, inexistants jusque-là, cacophonèrent la nuit, couvrant de leur grésillement les bruits naturels des champs. Le vieux couple assista sans tristesse à ces événements insidieux qui allaient transformer le fond en comble le paysage. Bouchaïb ne se plaignit pas même de l'intempestive intrusion des radios car ceux qui en possédaient habitaient loin de chez lui. Son havre était resté aussi calme qu'auparavant. En fait, rien ne le gênait de ce qui venait du nord, bien qu'il continuât à se rendre au souk à Dodane alors que des bus faillissaient la navette. Je suis le gardien de la tradition, disait-il quand on abordait ce sujet en sa présence. Et il ajoutait aussitôt, tout évolue, sauf les mentalités. L'ennuyeux, c'est qu'elles ont plutôt tendance à empirer. Il n'était d'ailleurs pas le seul à se rendre au souk à Dodane en suivant les lacets sinueux du chemin muletier à travers la montagne au lieu de la route qui empruntait le cours de la vallée, 2 fois plus longue que ce parcours ancestral. Il y en avait même qui faisaient tout ce chemin à pied. Il fallait seulement se lever tôt et prendre la route pour arriver à destination avant l'embrasement du jour. À partir de 10 heures, en effet, c'était déjà la fournaise. Les roches étaient si chauffées que tout ce lieu chaotique irradiait une énergie insupportable.
Les bêtes sauvages elles-mêmes préféraient l'obscurité profonde des grottes et des anfractuosités à la lumière aveuglante et torride du jour. Chemin faisant, c'était toute une expédition, les voyageurs échangeaient des informations utiles, s'enquéraient du sort de l'un ou de l'autre. À aucun moment on s'ennuyait. On plaisantait même. Et, Moussa, as-tu vu ton si joli turban tout neuf? Ouah, qu'a-t-il donc mon turban? Il est si beau qu'il plaît aux mouches. Elles font CSTOCAUIN, le voyage gratis là-dessus. Bah, les mouches voyagent comme nous. Et l'on riait. L'heure passait. Au souk, on se séparait, mais à midi on se retrouvait à la même gargote autour du même tagine de bouc. Une viande succulente car ces bêtes ne consommaient pas de déchets, mais les herbes et les aromates de la montagne. Le soir, avant la nuit, on rentrait au village en groupe. Ce n'était pas fatigant. Ainsi, pour certains, prendre le car pour gagner du temps ne valait pas le coup. Il y aura toujours des cheminots. Il y aura toujours des amoureux de la montagne, répétait le vieux à qui voulait l'entendre. Mais la plupart des jeunes avaient maintenant des bicyclettes et même des vélomoteurs. D'autres prenaient le car. Seuls les plus endurcis se retrouvaient entre eux une fois par semaine sur le même chemin de la montagne. Ils étaient heureux de leur sort et n'enviaient pas les autres. Que le monde évolue ou craque, ça ne nous dérange pas, nous sommes tout à fait libres de nos mouvements. Quant aux autres, si le car les laisse en plan, ils se voient contraints de passer la nuit au souk dans une gargote ou à la belle étoile. Des années passèrent donc ainsi, apportant chacune plusieurs changements. Cependant, les familles continuaient à cultiver la terre, à entretenir les arbres, à battre le blé où l'orge en était. Elles avaient encore des ânes, des mules et des vaches. La pluie était au rendez-vous. La sécheresse et la désertification n'étaient pas encore signalées. Les grandes calamités qui faisaient peur aux gens du Sahel et aux présahariens étaient encore loin. Au souk, on n'achetait pas de légumes, car on en produisait chez soi. En revanche, on s'y approvisionnait en produits essentiels comme le pétrole lampant, le carbure de calcium, le thé vert. Seul le vieux n'en achetait pas, le sucre, le sel, la viande, les dattes et d'autres produits inexistants au village tels que le tabac, le henné, les ustensiles manufacturés, etc. Et même lorsqu'une boutique s'ouvrit au village tout près d'un sanctuaire vénéré et tout à côté de la seule médersa de la région, même alors, on allait encore au souk car c'était là qu'affluaient les marchandises innombrables et variées qui venaient du nord. On avait le choix et l'on marchandait fermement, faisant parfois tomber le prix d'une chose de moutier, ce qui plaisait même aux marchands, qui méprisaient visiblement ceux qui payaient sans discussion préalable. Au souk, on pouvait aussi se faire une djellaba, une gandoura et du souliers sur mesure. Bref, ce grand marché hebdomadaire avait toujours été indispensable à l'équilibre économique de la région. Aussi venait-on de loin pour y vaquer à ses affaires. Au village, une petite minoterie commença de fonctionner. Les femmes qui jusque-là moulaient l'orge chez elles ne tardèrent pas à prendre l'habitude d'y aller. Seule la vieille épouse de Bouchaïb continuait de moudre ses céréales à la maison. Elle trouvait, disait-elle, plus de goût à la farine qu'elle produisait elle-même. Mais tu te fatigues? Objectait le vieux. Oh non, ça me maintient en forme, au contraire. Regarde donc les autres. Elles vieillissent plus vite que moi parce qu'elles ont de moins en moins à faire. Et quand elles s'installent chez leur mari en ville, elles restent enfermées, grossissent à force d'inactivité et de mangeailles graisseuses, et elles tombent malades. Je plains ces époux qui se ruinent à payer des médecins et des médicaments. Que ne les ont-ils donc pas laissés tranquilles ici? Chacun a son point de vue. Le tien n'est pas dénué de sens. Mais ces femmes se vantent de vivre mieux en ville qu'ici. Là-bas, elles portent de l'or. N'as-tu pas vu qu'elles ressemblent à des bijouteries ambulantes? Si un voleur les dépouillait, ce serait un homme riche. Tout ça, c'est du tape à l'œil, dit la vieille. Du tape à l'œil. Et, c'est de l'or sonnant et trébichant. Je te répète que ces parvenus portent sur elles de vraies fortunes. As-tu, toi, un seul bijou en or? Non. Eh bien, tu vois la différence. Non, je ne vois pas. Je suis mieux ainsi. Pourquoi m'exhiber comme une moins que rien? C'est de la vanité, de l'ostentation, que sais-je? Je n'ai jamais eu que des bijoux en argent pur. C'est noblite, c'est berbère. D'ailleurs, j'ai des pièces rares qui valent plus cher qu'un bijou en or neuf. Mes parures ont une histoire tandis que ce que portent ces parvenus, comme tu dis, n'en a aucune. Est-ce vrai? Certes. Comme le l'est toujours dit, nous sommes les garants de la tradition. Mais veille bien sur ces pièces d'argent. Il y a des trafiquants d'objets rares partout. Tout quitte le pays, s'en va ailleurs on ne sait comment, même les anciens coffres de bois.
Il faut se méfier des camelots qui passent. Ce sont des pilleurs de patrimoine, des rapaces et des menteurs. Ne leur montre surtout pas ce que tu possèdes. Ils seraient capables de te saigner pour l'avoir. Des mécréants, maudits soient-ils, des camelots passaient dans tous les villages de la région et, comptant sur l'ignorance des femmes, ils acquéraient à des prix vils des bijoux rares et d'autres objets d'art qu'ils revendaient cher à des collectionneurs étrangers. On retrouvait ainsi chez les antiquaires d'Europe des pièces en provenance du Sud. Il y avait pire. Certains guides touristiques n'hésitaient pas à se transformer en trafiquants. Ils vendaient même les vieux coffres précieux légués par leurs ancêtres. D'autres violaient carrément les vestiges archéologiques, et tel bloc erratique qui portait quelques gravures mythiques fut souvent la proie des vandales, qui en emportèrent des morceaux en ayant bien entendu détérioré ensemble. De sorte que ce témoignage unique mutilé demeure à jamais informe. Bouchaïb avait donc mille raisons de mettre en garde son épouse contre les camelots et leur engeance. Un de ses amis qui voyageait beaucoup lui avait offert une pièce de monnaie d'argent frappée sous le règne de Moulay Hassan Ier. Il l'avait acquise au marché aux puces de la porte de Clignancourt à Paris. Le vieux apprit aussi que des sacs de ces pièces avaient pris depuis longtemps la route d'Europe. On n'en retrouvait plus que dans les anciens colliers des femmes de l'anti-Atlas. Les mères transmettaient à leurs filles ces colliers sacrés de génération en génération.